Bonjour et bienvenue dans La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose de nous souvenir de Charlemagne, mort il y a 1200 ans, le 28 janvier 814, à la 3e heure du jour, dans la 72e année de sa vie et la 47e année de son règne. Pour la plupart d'entre nous, Charlemagne, c'est une série de clichés souvent empruntés à la chanson de Roland, l'empereur à la barbe fleurie, le vieux roi qui tombe en pâmoison à la nouvelle de la mort de Roland, une sorte de nouveau roi Salomon honoré pour sa sagesse. En réalité, Charlemagne fut aussi un grand guerrier, un grand administrateur et surtout le protecteur d'une efflorescence religieuse et intellectuelle qui aura une influence considérable sur l'Église, la Renaissance carolingienne. Je vous propose donc de partir à la découverte du vrai Charlemagne en compagnie de mes deux invités. Christiane Verarcone, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiéviste, vous êtes professeur de langue et littérature latine à l'université de la Sorbonne Nouvelle, c'est l'ancienne Paris 3. Michel Saut, bonjour. Vous êtes aussi médiéviste, vous êtes professeur émérite d'histoire du Haut Moyen-Âge à l'université de la Sorbonne, c'est l'ancienne Paris 4. Alors, peut-être pour commencer, on va faire un peu de chronologie, parce que bon, j'ai indiqué 814, qui est une date phare, mais peut-être replacer un peu les grandes dates du règne, Michel Saut. Oui, on peut le faire autour de 3 dates. La première, ce sera 751. 751, c'est l'avènement et le sacre de Pépin III, Pépin le Bref, qui est le père de Charlemagne, qui usurpe la monarchie des Mérovingiens. Il était le maire du palais et sa famille s'est affirmée progressivement et donc a pris le pouvoir. Et donc le père de Charlemagne engage le mouvement dans lequel Charlemagne va s'inscrire. La seconde date, c'est 800. C'est le couronnement impérial de Charlemagne à Rome par le pape. Et à partir de ce moment-là, il y a de nouveau un empire en Occident, un empire qui est l'ancien empire romain d'Occident restauré, d'une certaine façon. On pourra le préciser ensuite. Bien sûr. Et puis, la troisième date, c'est 843. 843, c'est le partage de l'Empire, de cet empire constitué, affirmé par Charlemagne, qu'il a transmis à son fils Louis, que l'on appelle Louis le Pieux, en 814. Et cet empire est partagé entre les fils de Louis le Pieux en 3 parties. Une Francie de l'Est, qui est d'une certaine façon à l'origine de l'Allemagne d'aujourd'hui, une Francie de l'Ouest, qui est d'une certaine façon à l'origine de la France d'aujourd'hui, et puis une Francie que l'on appelle médiane, qui relie la mer du Nord à la Méditerranée entre ces deux espaces et qui correspond aujourd'hui à l'espace des pays de Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, et puis une partie de l'Allemagne et de la France au milieu, et puis vers le sud, l'Italie. Justement, vous avez déjà fait le paysage. De Charlemagne, il nous reste au moins des divisions géographiques ? Rétrospectivement, on peut se représenter donc un premier partage de l'Europe en 843. Et l'historiographie, la politique, ont exploité cet héritage carolingien. D'une certaine façon, oui, les divisions de l'Europe commencent à se tracer à ce moment-là. Mais c'est un peu... il ne faut pas y voir vraiment une première division qui serait en somme définitive. Comment il faut imaginer l'époque ? Parce que souvent, on a des vieilles catégories qui datent de notre petite enfance, grande période civilisatrice romaine, et puis effroyable barbarie après. Le Haut Moyen-Âge, c'est ça ? C'est l'effroyable barbarie ? Le Haut Moyen-Âge. On mange de la viande crue et on aime beaucoup chevaucher. Alors là, c'est un monde... Ça, c'est Attila. un monde d'héroïque fantasy, plutôt, de séries télé. Oui. C'est un monde qui gagne à être connu parce qu'il est en quelque sorte le chaînon manquant entre l'Antiquité tardive et la période médiévale où se mettent en place un certain nombre de concepts ou de genres littéraires, si je me place du point de vue de philologue, qui est plutôt le mien. Ce haut Moyen-Âge
que représente Charlemagne, c'est aussi un haut Moyen-Âge qui, par l'intermédiaire en fait, des moines copistes dans les scriptoria, ces ateliers de copie des grands monastères qui étaient en quelque sorte comme les mailles d'un immense filet, des mailles assez lâches, mais une sorte de network de l'époque. Dans ces grands scriptoria, de ces grands monastères, ces moines copistes avaient à cœur de transmettre aux générations futures une partie de cette littérature, même profane, même païenne, qui avait marqué les générations précédentes. Et il faut quand même comprendre que ce haut Moyen-Âge n'est pas un siècle noir. On n'est pas dans une période de Dark Age. C'est véritablement une période où on a essayé, avec les moyens que l'on avait, les moyens dont on disposait, les manuscrits qu'on allait chercher en Italie pour les ramener en Europe septentrionale, les forces qui venaient des îles britanniques, de linguistes, de moines qui connaissaient et l'hébreu et le grec et le latin, ce qui n'était plus si fréquent à l'époque. On a essayé, vaille que vaille, de transmettre aux générations futures la grande richesse du patrimoine classique, en particulier les manuscrits de Virgile, les œuvres de Sénèque, les œuvres de Lucain même. Des œuvres qui pouvaient servir aussi l'éducation des grands monarques par les aspects qu'elles proposaient du lien entre le dirigeant et son peuple. Charlemagne, c'est un personnage donc très important. C'est le bon personnage au bon endroit qui arrive à faire l'unité, ou il y a des qualités particulières chez ce roi? Alors, on est toujours un peu démuni quand il s'agit de parler pour les hautes époques de ce que pouvait éventuellement penser Charlemagne, décider Charlemagne, c'est son reconstitution à nous. Et ce sont des reconstitutions qui reposent sur des sources contemporaines et spécialement sur un très grand texte que nous venons de rééditer avec Christian Coe, mais dans une nouvelle traduction, qui est La vie de Charlemagne par Éginard. Et ce Éginard qui écrit une dizaine ou une quinzaine d'années après la mort de Charlemagne, écrit une vie de Charlemagne qui, j'allais dire, est la matrice de tout ce qu'on a écrit jusqu'à aujourd'hui sur Charlemagne. Le vrai Charlemagne, mais c'est toujours comme ça en histoire, passe à travers la médiation des textes et des documents dont nous pouvons disposer. Donc, on ne sait pas. Eh bien, quelle est votre intime conviction, si j'ose dire? Quittez votre prudence historienne. J'ai pris les précautions qu'il fallait prendre. Alors maintenant, il est évident, il est important que nous sommes à un moment, enfin il faut souligner que nous sommes à un moment extrêmement important de l'histoire de l'Occident. Parce qu'il y a, avec cet héritage de l'Antiquité, transmis beaucoup plus qu'on ne l'a dit, et Christiane vient de le rappeler, par l'époque précédente, et spécialement par ce formidable développement du monachisme, qui est le grand phénomène occidental du 6e et du 7e siècle, eh bien, il y a eu transmission d'un certain nombre d'éléments de culture, et comme je l'ai indiqué en commençant, la restauration politique et culturelle est engagée par la famille de Charlemagne, c'est-à-dire par son grand-père Charles Martel, son père Pépin le Bref, et lui-même qui arrive comme perfectionnant des choses déjà engagées, mais évidemment avec, nous semble-t-il, un génie et une capacité infiniment supérieure. Et si je peux ajouter un petit mot, toujours du point de vue littéraire, pour nous, il est très difficile de travailler sur ce que nous savons de Charlemagne de manière immédiate, dans la mesure où, contrairement par exemple à une autre grande figure impériale qui est celle de l'empereur Auguste, Charlemagne, lui, n'a pas laissé d'éléments qui pourraient servir en quelque sorte une autobiographie. Auguste a laissé les Res Gestae, qui était un bilan de ce qu'il avait accompli. Pour Charlemagne, nous devons passer de manière médiate ou médiatisée par des documents historiques, des sources littéraires, des textes aussi variés que de la prose ou de la poésie. C'est ce qui nous donne accès à Charlemagne. Mais alors nous en avons une connaissance infiniment supérieure à celle que nous avons
de ses prédécesseurs et de beaucoup de ses successeurs. Oui. Et justement, en raison de cette renaissance carolingienne que vous avez déjà évoquée, c'est-à-dire une formidable renaissance et développement de l'écrit. Oui. Ce qui fait que sur Charlemagne, alors j'ai évidemment mis en valeur la vie de Charlemagne par Réginard, mais nous avons aussi toute une législation, des capitulaires, c'est-à-dire des textes législatifs extrêmement importants. Nous avons des inventaires, il y a toute une renaissance de l'écrit, alors de l'écrit politique, administratif, enfin si ce terme a un sens pour cette époque-là, et qui est pour nous une montagne de sources considérable. Alors on peut dire qu'à l'époque carolingienne, il y a un renouveau considérable de l'écrit, ce qui fait que nous avons à la fois c'est un signe de cette culture nouvelle, et cela nous donne une connaissance de cette période que nous n'avons pas pour la période précédente ou pour la période suivante, et moins pour la période suivante, ce qui fait que finalement, évidemment, l'historien dispose d'un matériel là qui est considérable. Alors on va revenir sur la culture. J'ai deux questions avant d'arriver vraiment à cette renaissance carolingienne. On dit il est empereur d'Occident et on imagine un empire sous la mode d'un État moderne. Ça signifie quoi d'être empereur d'Occident à cette époque-là ? Est-ce qu'il gouverne et jusqu'où il peut gouverner ? Est-ce qu'il gouverne vraiment ? Je pense que Charlemagne est dans un monde qui a, comme l'a dit Michel, une très haute conscience de l'importance de l'écrit. L'écrit, une civilisation de l'écrit, dans un monde qui devient aussi un monde du livre. On reviendra sûrement sur les autres acceptions possibles du terme, au plan religieux en particulier. Oui. Cela veut dire que Charlemagne a conscience de devoir fonder son univers sur un thème qui serait celui de l'uniformisation ou de l'unité. Cette uniformisation, elle passe par une langue commune, un retour à une forme classique de la langue latine. Elle passe, comme l'a dit Michel, par un cadre législatif très fort. Pour unifier tous ces peuples, il faut donner des lois et qui soient déjà mises par écrit, passer du stade de la civilisation orale, des lois transmises oralement, au stade de la civilisation écrite et des lois qui vont être couchées sur le parchemin. Oui. Et puis, il y a cette idée très forte également qu'une seule foi va permettre de donner une unité. Alors, il serait sans doute abusif d'essayer peut-être de chercher à mesurer l'univers de Charlemagne à l'aune de nos propres catégories, mais disons qu'une seule foi, une seule langue, une seule loi, ce sont déjà des éléments du triptyque qu'on peut définir pour cette civilisation. Et alors, j'ai une deuxième question, parce que j'ai parlé de la chanson de Roland, donc on imagine l'empereur chevauchant. Est-ce qu'il faut l'imaginer à la guerre tout le temps ? Alors, c'est un aspect fondamental du règne de Charlemagne. Il est à la guerre tout le temps. Simplement, il est à la guerre médiévale. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on fait la guerre quand il fait beau. C'est-à-dire, enfin, j'exagère un petit peu, parce qu'il a dû passer certains hivers, il a dû hiverner en Saxe, ce qui est tout à fait étonnant. Parce qu'on part à la guerre quand l'herbe pousse, pas quand les chevaux peuvent manger, puis on revient quand il commence à faire froid. Enfin, on est des gens civilisés. Et donc, mais il a été constamment, au moins jusqu'en 804-805, depuis son avènement en 791, il a été constamment en campagne. Alors, peut-être qu'il faut y revenir un petit peu, parce que quand on parle de l'Empire carolingien, de quoi parle-t-on ? D'un ensemble, je l'ai esquissé rapidement tout à l'heure, qui est au départ, disons, la Gaule ou la France, largement entendue, et puis avec des conquêtes progressives en direction de l'Italie, en direction du sud, donc l'Italie, défaite des Lombards, Charlemagne devient roi des Lombards. En direction de l'Espagne, pas beaucoup, parce que l'Espagne, c'est l'Espagne musulmane, mais quand même, et c'est grâce à ça qu'on a Roncevaux et Roland, mais constitution progressive d'une marche d'Espagne, en direction, évidemment, de l'Est, alors avec des régions qui étaient déjà en rapport avec les Francs, c'est-à-dire la Bavière, c'est-à-dire la Thuringe, mais également, tout à fait nouveau, la Saxe, au nord. Et la Saxe est la Frise, encore plus, au nord-ouest, qui, elle, était aussi déjà en rapport avec les Francs, mais
il se constitue un ensemble territorial qui ressemble à quoi? Pas à l'Empire romain d'Occident, qui ressemble, j'allais dire, à l'Europe des Six, à l'Europe du traité de Rome de 1957, et qui marque le décentrement du monde occidental de la Méditerranée, c'était l'Antiquité, vers le nord. Où Charlemagne établit-il sa capitale ou sa résidence principale? Aix-la-Chapelle. Si on y réfléchit aujourd'hui, Aix-la-Chapelle, c'est pas très loin de Bruxelles, de Luxembourg, de Strasbourg. Et de Maastricht. Et de Maastricht, donc de nos grandes cités de l'Union européenne. Donc, il y a là un ensemble territorial sur lequel, alors très divers, beaucoup plus divers qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'à voir les Saxons avec ceux qui vont devenir les Catalans au sud? Et donc il y a la nécessité que rappelait à l'instant Christian Combe de cette recherche d'unité, d'unification par la législation, bien sûr, par la culture, par la foi. Alors oui. Un autre paradoxe peut-être qu'on pourrait mettre en avant pour ce monde carolingien, c'est de voir comment, au départ, Charlemagne s'est adressé à des lettrés qui venaient d'Italie pour essayer justement de mettre en œuvre une politique de réforme culturelle. Et puis peu à peu, il a demandé à des hommes qui étaient comme lui, des représentants de l'Europe du Nord, de l'Europe septentrionale, de venir à sa cour pour donner un élan à cette époque de renaissance. On a en quelque sorte, lorsque l'on pense à cette dignité impériale qui sera relevée par Charlemagne, l'idée que c'est à des hommes du Nord qu'on a demandé finalement de relever une dignité qui était romaine. L'ancien empire romain, il ne réapparaît pas de la même façon à l'époque de Charlemagne, mais il est amusant de constater que c'est à cette Europe septentrionale que revient le privilège extraordinaire d'avoir pu relever la dignité impériale en Occident. Alors je vous propose qu'on fasse une première pause en entendant justement cette fameuse vie de Charlemagne d'Eginhard que vous avez rééditée et retraduite. Alors c'est pas votre traduction, je suis désolé. Ça date à peu près de 830, quelque chose comme ça, donc un petit peu après la... Entre 820 et 830, voilà. C'est une grande discussion de savoir exactement quand ce texte a été écrit. Mais en tout cas après la mort de Charlemagne. Absolument. Et on parle justement de l'empereur et de son goût pour les palais, mais aussi la religion. Élevé dès sa plus tendre enfance dans la religion chrétienne, ce monarque l'honora toujours avec une exemplaire et sainte piété. Poussé par sa dévotion, il bâtit à Aix-la-Chapelle une basilique d'une grande beauté, l'enrichit d'or, d'argent et de magnifiques candélabres. L'orna de portes et de grilles de bronze massif et fit venir pour sa construction de Ravenne et de Rome les colonnes et les marbres qu'il ne pouvait tirer d'aucun autre endroit. Il s'y rendait exactement pour les prières publiques, le matin et le soir, et y allait même aux offices de la nuit et à l'heure du Saint-Sacrifice, tant que sa santé le lui permettait, veillant avec attention à ce que les cérémonies s'y fissent avec une grande décence. Il recommandait sans cesse aux gardiens de ne pas souffrir qu'on y apportât ou qu'on n'y laissait rien de malpropre ou d'indigne de la sainteté du lieu. Les vases sacrés d'or et d'argent et les ornements sacerdotaux dont il fit don à cette église étaient en si grande abondance que, lorsqu'on célébrait les saints mystères, les portiers, qui sont les clercs du dernier rang, n'avaient pas besoin de se servir de leurs propres habits. Ce prince mit le plus grand soin à réformer la manière de réciter et de chanter les psaumes. Lui-même était fort habile à l'un et à l'autre, quoiqu'il ne récita jamais en public et ne chanta qu'à voix basse et avec le gros des fidèles. Alors, quand vous lisez, quand vous entendez ce texte, vous avez dit on n'est pas tout à fait sûr que ça soit quelque chose de, c'est réécrit. Vous y croyez pas qu'il chantait bien? Si, c'est possible. Rien ne permet de dire le contraire. Donc, alors, j'allais dire, contrairement à ce que faisaient plutôt les historiens il y a 100 ans, si on n'avait qu'un seul témoin, on disait c'est pas vrai. Nous, on a plutôt tendance à dire si on nous dit ça, on n'a rien qui nous permette d'aller contre, donc acceptons. Oui. Là, mais alors, ce qui est très intéressant dans ce texte, dans cette partie du texte, mais comme dans tout le texte d'ailleurs, c'est que, bien sûr, nous avons entendu construction de la chapelle. C'est
presque le seul monument carolingien qui nous reste aujourd'hui. Oui. On peut aller le voir à Aix-la-Chapelle. Bon. Construction de cette chapelle magnifique dont on entend qu'on va chercher des éléments à Rome et à Ravenne, ce qui nous indique la même chose que pour la littérature, c'est-à-dire on emprunte, on emprunte et on recompose. Et donc des éléments tout à fait intéressants, mais peut-être ce sur quoi il faut mettre l'accent, et sur ce sur quoi met l'accent, c'est, bon, il attribue la piété de Charlemagne, donc on comprend que pratiquement il suit l'office monastique, il prie le matin, le soir, au milieu de la journée et même au milieu de la nuit, donc bon, qu'il va à l'office, c'est-à-dire à la messe tous les jours, bon. Peut-être, pourquoi pas. Enfin, mais surtout, ce qui est très important de souligner ici, c'est cette volonté de Charlemagne d'avoir, et de ses contemporains, d'avoir une liturgie unifiée. Et alors, nous sommes à un moment capital de l'histoire de la liturgie occidentale. C'est le moment où Charlemagne demande au pape, demande à Rome, ses livres liturgiques. Et si, bon, très en gros, là aussi, je vais très vite en disant ça, comme tout à l'heure sur l'Europe. La liturgie d'aujourd'hui, c'est la liturgie romaine. C'est la liturgie romaine promue, défendue, diffusée par Charlemagne, qui fait venir des chantres ou qui envoie des stagiaires à Rome pour apprendre le chant romain. Rappelons-nous qu'évidemment, il n'est pas question de transmettre les chants par des manuscrits. On ne sait pas l'écrire. On ne sait pas écrire la musique. On commence à ce moment-là. Donc, on ne peut que l'avoir appris oralement. Il fait venir le sacramentaire romain, c'est-à-dire ce qui deviendra notre livre de messe, disons. Et donc c'est le rituel romain qui se répand progressivement partout, alors que chaque église avait sa liturgie, bien sûr avec des éléments communs, mais toutes sortes de constructions différentes, qui fait venir le code de droit canonique romain, et qui lui aussi est diffusé, qui fait venir aussi d'une certaine façon, c'est surtout son fils Louis le Pieux qui l'affirmera, mais la règle de Saint-Benoît qui devient la règle de tous les moines d'Occident. Alors tout ça, c'est l'unification carolingienne, c'est l'unification liturgique carolingienne qui est un moment capital. Alors, rôle personnel de Charlemagne, ça fait partie de cet ensemble de préoccupations unificatrices. Nous pouvons peut-être toutefois mesurer l'intérêt du souverain pour l'univers religieux en consultant par exemple les lettres de son principal conseiller à Alcuin, un clerc anglo-saxon qui s'est mis à son service à partir des années 782. Donc Christiane est la spécialiste. Voilà. Et nous avons en fait gardé un certain nombre de lettres adressées par Charlemagne à Alcuin, le sollicitant sur des points très particuliers de liturgie, lui demandant quel type de psaume il pouvait chanter au cours de sa journée pour garder ce contact avec le Dieu unique auquel il croyait. Et nous avons également conservé, à propos de ce texte, mention dans un recueil de lettres adressées par les Francs au pape et par les papes aux Francs, depuis en fait Pépin le Bref. Recueil qui a été demandé par Charlemagne, qu'il a constitué lui-même à des fins mémorielles et pour la papauté et pour lui-même, pour le pouvoir franc. Nous avons conservé dans ce recueil qui s'appelle le Codex Carolinus une lettre du pape Adrien Ier qui était très proche de Charlemagne, présentée dans la vie de Charlemagne comme une sorte de figure paternelle pour Charlemagne. Et cette lettre du pape Adrien Ier insiste sur le rôle que vont jouer ces colonnes, ces marbres qui viennent de Ravenne et de Byzance. Dont on a entendu parler. Dont on a entendu parler. Oui. Effectivement, il s'agit d'un phénomène de remploi au sens architectural du terme, mais en même temps, il n'y a pas de remploi sans transformation. Et c'est une civilisation qui est très accueillante au passé, parce qu'elle a également un très fort sens de la nécessité de transmettre, de conserver une trace des générations précédentes, mais aussi, en quelque sorte, de sublimer ce passé en lui donnant une orientation chrétienne. Mais alors justement, cette orientation chrétienne, est-ce que c'est une, comment dire, on dit enfin, encore une fois, une question de dévotion personnelle, ou est-ce que c'est un outil politique? Les deux peuvent être compatibles, Oui. me semble-t-il. Oui, on se pose toujours cette question, elle est légitime, elle n'est peut-être pas très pertinente. Ah, bah alors, dites-moi pourquoi. Parce que nous sommes dans une époque où on peut
pas vraiment distinguer ce que nous appelons le politique Oui. de ce que nous appelons le religieux. L'empereur est-il un personnage politique ou un personnage religieux? Il est très intimement les deux. C'est-à-dire que l'empereur, ce n'est pas le pouvoir politique. L'empereur, c'est celui qui, dans la tradition constantinienne, dans la tradition du IVe siècle, est le responsable du salut du peuple. C'est lui qui conduit le peuple au salut. Alors, bien sûr, il y a le pape, mais le pape n'a pas l'importance qu'on lui a donnée par la suite, n'a pas l'importance qu'il aura à partir du XIe siècle et avec l'image monarchique qui nous reste jusqu'à aujourd'hui. C'est l'empereur qui est responsable de ça, avec le pape. Mais au temps de Charlemagne, on a un certain nombre de textes où on voit bien que le Charlemagne dit priez pour nous, Saint-Père. Mais on s'occupe de tout. Voilà. Parmi la titulature, Oui. c'est-à-dire les titres qui sont réservés à Charlemagne, il y a quand même l'émergence de la formule « il est rex et sacerdos », c'est-à-dire à la fois roi et sacerdos est un terme complexe. Oui. Il désigne à la fois le prêtre, oui. et l'évêque. En tout cas, on pourra dire de Charlemagne que son rôle, c'est d'exercer en fait une fonction qui est essentiellement ministérielle. Il est au service du peuple, d'un peuple qu'il veut chrétien, et il a conscience, ses conseillers sont là pour le lui rappeler, dans les lettres d'admonition, que son pouvoir vient de Dieu qui seul est le roi des rois. Donc cette idée qu'il y aura des comptes à rendre au jour du jugement, pour cette fonction qu'il a exercée, va dans le sens de la charge ministérielle qu'on lui attribue. Vous avez parlé alors justement, le mot est difficile. Est-ce que d'une efflorescence liturgique, oui. Est-ce que c'est une restauration ou est-ce que c'est une instauration? Parce que on a cette image, encore une fois, des Dark Ages, des temps barbares où il y aurait eu une grande civilisation, puis après on reconstruit. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de construire en fait? C'est toujours un petit peu les deux, mais on ne peut pas dire qu'au temps barbare, j'allais dire, on ne célébrait pas la messe, on ne chantait pas l'office. Voilà. Donc, mais on le chantait, ou on célébrait selon des rituels qui étaient extrêmement divers. De même que les droits canoniques. Aujourd'hui, on dit droit canonique ou droit canon, c'est encore plus fort. C'est quelque chose qui tombe... Chaque église avait plus ou moins son droit. Chaque église avait plus ou moins sa liturgie. Et donc là, il y a un effort et une volonté d'unification. Et alors, il y aura une volonté d'unification aussi extrêmement importante pour la suite. C'est la volonté d'unification du texte biblique, qui, elle aussi, est un aspect important. Mais alors, pour revenir à la responsabilité de l'empereur ou du roi carolingien qui doit conduire son peuple au salut, il y a tout un aspect de l'œuvre de Charlemagne qui est ici fondamental, c'est justement l'invention de l'école, pour reprendre la chanson. Voilà. C'est-à-dire que l'école créée par Charlemagne, les écoles créées par Charlemagne, on peut tempérer. N'imaginons pas un Charlemagne Jules Ferry créant une école communale dans chacune des... Oui. Ça c'est un petit peu une mythologie qui s'est développée par la suite. Mais pourquoi faut-il des écoles? Il faut des écoles pour former des bons prêtres, pour former des bons moines, c'est-à-dire des bons prêtres capables de bien célébrer la messe pour les fidèles, de bien célébrer les sacrements, de bien baptiser sans se tromper dans les formules. Oui, on a gardé une formule très célèbre où un prêtre bavarois évoquait directement le Père, le Saint-Esprit et la fille, parce qu'il ne maîtrisait pas le latin. Oui. Il ne faisait pas la différence entre filius et filia. Voilà. Donc il y avait un petit peu de travail. Un peu de travail. Et un peu d'inquiétude aussi sur la validité de ces sacrements. Oui. Donc la création des écoles, c'est cela. Le grand capitulaire qu'il a, donc texte législatif qui s'appelle Admonition générale, déclare qu'il doit y avoir dans tous les évêchés et monastères des écoles pour former les garçons. Les filles, on s'en occupe pas trop. Pour former des garçons qui sont appelés à devenir des bons clercs, donc capables d'encadrer les fidèles d'une part et capables de bien prier d'autre part. Parce qu'il y a aussi l'idée, et ça rejoint ce que disait Christiane tout à l'heure sur la langue latine, une bonne langue latine. Si on parle mal le latin, Dieu ne comprend pas. C'est-à-dire, et on a une lettre là encore très, très intéressante
écrite au nom de Charlemagne, vraisemblablement par Alcuin, qui dit c'est très bien dans les monastères, vous faites toutes sortes de choses très bien, mais alors je reçois des lettres, il ne dit pas pleines de fautes d'orthographe, mais enfin c'est un peu ça, qui montre que votre culture n'est pas à la hauteur des efforts que vous faites. Hein. Et si vous parlez mal à Dieu, eh bien Dieu ne comprend pas. Et donc il faut parler bien à Dieu, ça fait partie de cette grande réforme que nous appelons liturgique. Alors, justement, il y a une réforme liturgique et puis il y a toute une réforme. On a l'image d'un Charlemagne s'entourant de grands conseillers. Alors, vous avez parlé d'Alcuin, qui doit venir d'Angleterre, je crois. Oui, de Diorc. Diorc. Qui n'est pas dans l'Empire. Hein. Oui, ça c'est important. Oui. Il y a Paul Diacre qui fait de l'histoire. Il y a... Comment il faut imaginer cette cour et ce cénacle de grands esprits et comment Charlemagne l'a réuni et qu'est-ce qu'il veut en faire? Enfin, quel est son but? Nous avons l'habitude de désigner cet entourage royal par la formule Académie palatine. N'allons pas imaginer que cette académie a des lieux où elle peut se réunir. C'est pas l'Académie française. Exactement. C'est un entourage qui est itinérant, comme le souverain, qui le rejoint dans les différentes résidences qui sont les siennes, mais qui correspond avec lui surtout par le biais de ce qui est finalement, pour l'époque, un médium très moderne et qui est la lettre. Vous-même spécialiste de la littérature épistolaire, vous savez bien que c'est pour ces conseillers qui sont essentiellement des hommes d'Église un moyen essentiel d'échange d'informations, mais aussi d'apostolat. On peut parler d'apostolat épistolographique. À l'image de Paul. Tout à fait à l'image de Paul. D'ailleurs, Paul est une figure centrale chez ces grands épistoliers. Ces conseillers qui sont à l'origine de la mise en œuvre de cette renovatio, le terme pourra peut-être être commenté par Michel, parce qu'il a une signification aussi particulière. Nous parlons de renaissance, nous parlons parfois de renovatio. Est-ce que c'est un terme qui existe tel quel dans les textes de l'époque? On le verra peut-être ensuite. Ces conseillers donc, qui travaillent autour de Charlemagne à la mise en place de cette renaissance carolingienne, ils ont à cœur de sauver un patrimoine littéraire parce que la littérature profane est pour eux un degré qui permettra à l'homme d'accéder à une bonne connaissance des Écritures, à une meilleure connaissance des Écritures et finalement à une maîtrise de ces Écritures saintes en les apprenant par cœur, en étant capable de les lire correctement, en étant capable donc de les commenter correctement. Ils ont donc à cœur de créer ce qu'Alcuin appelle parfois une échelle du savoir, partir de la littérature profane, qui est le b.a.-ba en quelque sorte, pour permettre à tout un chacun, Alcuin tient à le rappeler, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence entre celui qui est laïque, celui qui est un homme d'église. Tous, hommes et femmes, du moment qu'ils sont chrétiens, sont appelés à être jugés de la même façon par Dieu. Et le savoir est une des manières d'uniformiser ce peuple chrétien. Donc, ils ont à cœur de créer cette échelle du savoir qui va de la littérature profane à la littérature scripturaire et à la connaissance des Écritures. Et ils travaillent comment? Ils compilent, ils réécrivent, ils inventent. Comment ça fonctionne? Ils travaillent dans une grande humilité, dans un esprit d'humilité qui se manifeste très souvent, et ce n'est pas simplement un élément topique, un lieu commun que l'on trouve dans les préfaces de leurs commentaires, en ayant conscience qu'ils vont emprunter, selon une formule imagée, mais qu'ils aiment rappeler, auprès des pères de l'Église, quelques fleurs qui leur permettront de composer un bouquet valable pour leur génération. Ils ont aussi en tête des versets de l'Épître aux Hébreux. En le réadaptant, ils disent « Dieu parle aux hommes à tout âge, de manière parfois différente, et c'est à nous de trouver le langage par lequel nous pouvons dire Dieu aux hommes. » Donc ils vont réemployer un certain nombre d'éléments, les combiner, apporter leur touche personnelle, en ayant toujours conscience qu'ils font un travail qui n'est pas simplement un travail de rhapsode, ce n'est pas simplement un patchwork de citations, mais une nouvelle interprétation qui humblement se situe dans la tradition de l'Église. Ils ne prétendent pas faire œuvre innovante. Et notre travail à nous aujourd'hui, c'est de lire ces textes qui ont
pour beaucoup, alors, il y a énormément de textes liturgiques ou de textes des commentaires de la Bible inspirés, tissés de citations des pères. Oui. Et alors, cette littérature a souvent été méprisée, il faut bien dire, par nos prédécesseurs, parce que, en gros, si, pour les patrologues, c'est quand même moins bien que Saint-Jérôme. Et pour les spécialistes de l'histoire politique, économique, etc., c'est des histoires de curés. Et tout ça, c'est dans un latin barbare. Voilà. Alors. Alors, c'est dans un latin réputé barbare, dont vous montrez que c'est pas on vrai. s'aperçoit aujourd'hui que c'est un latin tout à fait savant. Oui. Bon, mais alors, ces textes, qui sont donc des textes extrêmement nombreux, c'est 3/4 de nos manuscrits de cette époque-là. Alors, bien sûr, dès qu'on a une citation de Cicéron, de Virgile, on saute dessus, n'est-ce pas? Et puis ça, j'allais dire, la formation classique qui a été celle des latinistes au 18e, 19e, 20e siècle, ça, on n'a pas raté une citation de Virgile. Oui. Hein, mais les citations de Jérôme, les citations d'Augustin, les citations... Bon, ces textes sont tissés de tout cela. Et alors, le travail que nous menons aujourd'hui, souvent sur des manuscrits qui sont Donc pas édités. pas édités, c'est de voir quel est l'écart entre Jérôme, ou plus exactement, qu'est-ce que nos auteurs, et Mondosser par exemple, hein, que personne ne connaît, sauf une de mes étudiantes qui a fait une très brillante thèse dessus, qu'est-ce qu'il a découpé dans Saint-Jérôme? Et puis qu'est-ce qu'il a rapproché? Et qu'est-ce qu'il a ajouté? Ou qu'est-ce qu'il a retranché? Et tout ça nous fait pénétrer dans une pensée très construite. Et il faut bien se rappeler que, jusque peut-être à la Renaissance, une innovation, on ne se vantera jamais d'être innovant. Oui. Au contraire. C'est très important ce que vous dites, oui. L'innovation a toujours quelque chose de mauvais. Or, l'innovation, elle est dans la tradition. Elle est dans l'exploitation et la construction à partir de la tradition. Et c'est une chose qui est peut-être à méditer aussi pour aujourd'hui. Et pour revenir sur ce que disait Michel, donnons une petite idée aux téléspectateurs. 10% à l'heure actuelle de ces manuscrits existants est édité. Et sur ces 10% édités, c'est un appel aux vocations que nous lançons, 90% restent à traduire et commenter. Ce que nous savons de cette littérature carolingienne, c'est le tout début. Oui. Nous n'avons qu'une vue qui est fragmentaire par nécessité de cette littérature. Mais disons que le peu que nous en voyons nous insiste à penser qu'il s'agit chez les Carolingiens de privilégier la littérature tardive, c'est-à-dire de l'Antiquité chrétienne, par rapport à la littérature profane de l'époque d'Auguste, par exemple. Et donc le modèle, si le modèle est à rechercher systématiquement, c'est plutôt le modèle de cette littérature latine chrétienne de la fin de l'Empire qu'on va mettre en avant. Christiane a montré que toutes les citations de Virgile qui sont chez Alcuin, elles sont en fait dans Jérôme. C'est-à-dire que... il est vraisemblable quand même qu'Alcuin connaissait Virgile. Oui. Mais à la limite, il pourrait ne pas l'avoir connu. Parce que c'est en lisant Jérôme que les citations de Virgile lui viennent en lisant en particulier la littérature épistolaire. Et bien justement, on va entendre une lettre d'Alcuin. C'est la lettre 136 à Charlemagne que vous avez datée, puisque je me fonde sur vous, de 798. Et vous allez voir que la situation des églises n'était pas forcément très brillante à l'époque. J'entends également dire qu'il est, dans les églises du Christ, une coutume qui n'est guère louable et que votre si sage autorité pourrait aisément amender. Il paraît donc que les évêques ont interdit aux prêtres et aux diacres de prêcher dans les églises. Ceux qui agissent ainsi feraient bien mieux de lire l'Écriture et de comprendre qu'à l'aube de l'Église naissante, les prédicateurs venaient de tous les rangs de clercs et se répandaient en grand nombre et plus admirables les uns que les autres sur toute la surface de la terre, après avoir été envoyés en tout lieu par l'autorité apostolique. Qu'ils cessent de se réserver ce qui pourra être d'un plus grand profit à l'âme du plus grand nombre. Car notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a adjoint à ses disciples pour remplir la tâche de prédication des hommes de rang inférieur. Nous avons également constaté qu'en certains lieux, les autels de Dieu sont à l'abandon, privés de toits, souillés de fientes d'oiseaux et d'urine de chiens. Votre volonté, vénérable en Dieu, peut remédier à cette situation en s'adressant aux évêques pour que la table du Seigneur demeure entourée d'honneur à sa mesure,
au lieu qui est le sien ou soit installé dans une demeure plus grande, selon le saint conseil des prêtres de Dieu, afin qu'on puisse avec tous les honneurs s'occuper de l'autel du Christ, de la consécration du corps et du sang du Christ, et célébrer, honorer et préserver le grand mystère de notre salut dans le plus parfait respect. Alors voilà, alors on avait déjà entendu chez Ginard que Charlemagne faisait très attention à ce qu'il n'y ait pas des choses malpropres dans la belle basilique d'Aix-la-Chapelle. Et puis là, on nous dit, ouh là là, il y a des fientes d'oiseaux, de l'urine de chien. C'est ça l'image des églises de l'époque ? Je dirais que c'est l'image qu'en donne Alcuin. Au plan historique, on peut aisément imaginer qu'il y a des bâtiments qui sont tombés en déshérence et qu'il s'agit de réhabiliter, de restaurer. Il y a très certainement aussi dans cette lettre qui est fortement inspirée d'une lettre de Saint Jérôme, dénonçant les mêmes problèmes. Il y a très certainement aussi chez Alcuin la volonté de montrer que le souverain est apte à se présenter en nouveau Constantin, nouvel empereur chrétien, et que finalement ce qui est en jeu, là, c'est la nécessité pour lui, pour l'empereur, de trouver les moyens de refonder une église qui se montre aussi dans son architecture. Il ne s'agit pas de proposer une architecture triomphante ou triomphale, mais de donner à tout un chacun le moyen d'honorer dignement. C'est sûrement cet adverbe dékenter qui est le plus important dans cette lettre, dignement Dieu. Alors, empereur chrétien, le problème c'est qu'il y en a un autre d'empereur chrétien. C'est-à-dire Constantin, ça allait bien, il n'y avait qu'un seul Constantin et un seul empereur. Mais il y en a un autre à Byzance. Alors maintenant, peut-être qu'il faut en parler de ça. Alors peut-être pas rentrer dans les querelles du filioque assez complexe. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Byzance ? Eh bien, écoutez, en fait, il faut rappeler que la notion d'empire, l'empire de Constantin et Théodose, l'empire chrétien du IVe siècle, est par définition unique. Comme l'Église. Il n'y a pas plusieurs églises, il n'y a pas plusieurs empires, il y a un empire. En 395, il y a un partage entre non pas un empire d'Orient et un empire d'Occident, mais une partie orientale et une partie occidentale de l'empire. Et puis, progressivement, j'allais dire, il y a un éloignement progressif. Le père Congar parlait d'un estrangement progressif. C'est-à-dire que l'Occident et l'Orient deviennent de plus en plus étrangers l'un à l'autre, jusqu'à la fameuse rupture de 1054. On a fait l'émission il n'y a pas longtemps. Voilà, qui est le pendant, sur le plan religieux, du partage politique de 395. Et alors, à l'époque carolingienne, l'Empire n'existe plus en Occident depuis 476, mais il continue en Orient, il ne s'est jamais interrompu. À Constantinople, la ville de Constantin, siège l'empereur romain. Et quand les Arabes arrivent, ils parlent des Roums, les Romains. Les Roumis, ce sont les chrétiens, les Romains. Alors, il y a donc, au moment où Charlemagne est couronné empereur en 800, un empereur qui est l'empereur romain continué. Donc il est impensable, enfin, c'est un scandale absolu, qu'il puisse y avoir un empereur autre que l'empereur romain. Alors, d'où tous les efforts autour du couronnement de Charlemagne pour l'appeler Auguste, pour lui donner les titres impériaux antiques qui s'étaient transmis à Byzance. Et puis, j'allais dire, il y a eu conflit ouvert entre réactions extrêmement vives à Byzance, et puis après il y a eu réalisme politique, c'est-à-dire qu'il a fallu s'apercevoir, donc au bout de 12 ans, vers 812, eh bien il y a eu reconnaissance, plus ou moins, des deux empereurs l'un par l'autre. Mais c'est une nouveauté absolue et scandaleuse que de prétendre qu'il peut y avoir un autre empereur que l'empereur romain. Et d'où tous les efforts romains, romanisants, que nous évoquons depuis le début de cette émission. On ne peut pas penser l'Empire en dehors des cadres romains. Alors, ce cadre romain, il a été considérablement renforcé, je l'ai dit dans la liturgie, mais dans bien d'autres domaines, par le contact avec le pape. Parce que Rome, désormais, ce n'est plus la Rome contemporaine, ce n'est plus la Rome des empereurs, c'est la Rome des papes.
Et ces contacts avec le pape sont très étroits à l'époque carolingienne, puisque c'est le pape qui, d'une certaine façon, a donné l'autorisation de sacrer Pépin le Bref en 751, qu'il est venu à Saint-Denis, première fois dans l'histoire qu'un pape va au nord des Alpes. Il est venu à Saint-Denis sacrer une seconde fois Pépin le Bref et son fils, le petit Charlemagne, qui à ce moment-là, bon, on ne sait pas exactement quel âge il a, mais enfin, sans doute il a 7 ou 8 ans, qu'il le sacre roi. Et ensuite, Charlemagne est couronné empereur à Rome. Il est allé plusieurs fois à Rome en pèlerinage. Il a fait baptiser ses enfants également par le pape. Bref, il y a une très étroite association entre, d'une part, le roi franc qui va devenir empereur et la papauté qui avait intérêt, entre guillemets, à ce qu'il y ait un nouvel empereur. En effet, le pape est en principe un évêque dépendant de l'Empire, donc de l'empereur byzantin. Or, l'empereur byzantin, il a des gros problèmes avec les musulmans, avec les Arabes, c'est-à-dire de l'autre côté. Ouais. Et donc, il n'est pas pour le pape à Rome un protecteur bien solide. D'où l'attitude des papes qui se tournent vers la puissance montante en Occident, qui est la puissance des mères du palais franc puis des rois. Est-ce qu'on peut dire, pour un peu la longue durée, pour comprendre un peu notre Église actuelle, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu grâce à Charlemagne, enfin, comme vous dites, c'est gagnant-gagnant d'une certaine façon, c'est-à-dire que le pape lui donne de la légitimité, mais en gros, la montée en puissance de ce patriarcat de Rome, qui en fait était un parmi d'autres, enfin, est-ce que c'est grâce à Charlemagne? En gros, est-ce que c'est Charlemagne qui a créé les papes? C'est en partie grâce à Charlemagne qui a créé les papes. Vous voyez ce que je veux dire. Mais qui lui a donné... Alors... je dirais que c'est grâce à Charlemagne et aux Arabes. C'est-à-dire que le fait que la chrétienté a été en quelque sorte refoulée vers l'Occident, refoulement qui continue aujourd'hui, a donné une importance considérable au patriarche d'Occident, qui, contrairement au patriarche de Constantinople, n'avait plus d'empereur à côté de lui. Alors qu'à Constantinople, l'idéologie constantinienne avait continué. C'est-à-dire que le patriarche était vraiment en sous-ordre, en dessous de l'empereur. Tandis qu'en Occident, à côté du pape, il n'y avait personne. Donc, des rois barbares. Donc il a été forcément valorisé à ce moment-là. Et quand Charlemagne renoue, enfin Pépin et Charlemagne renouent avec la papauté, eh bien, à ce moment-là se constitue, oui, la papauté que nous connaissons et qui devient la grande puissance que nous connaissons en Occident. Alors, il a fait un cadeau qui a joué un rôle très important dans l'histoire et qui n'a pas forcément, alors si on réfléchit en termes généraux sur la chrétienté, qui n'a pas forcément été un cadeau très, très bénéfique, c'est qu'il lui a donné des États au pape. Et que donner des États au pape, ça a entraîné, bien sûr, une certaine puissance, mais aussi un certain nombre de compromissions. Mais ça, ce serait un autre sujet. Alors, revenons à la figure de Charlemagne, mais par ceux qui l'ont reçu. Alors, et pour commencer, peut-être par Réginard. Est-ce qu'il y a construction après d'une figure, après sa mort, d'une figure justement de protecteur? Parce qu'on dit souvent que Charlemagne a été canonisé. On parle de Saint Charlemagne. Est-ce qu'il y a une sorte de canonisation par l'écrit de Charlemagne? Est-ce que Réginard, c'est une histoire sainte? Si nous prenons le terme canonisation dans sa valeur étymologique grecque, il y a très simplement la volonté d'inscrire Charlemagne au sein de la vie de Charlemagne comme modèle de souverain. Canon, ça veut dire modèle en grec. Oui. Modèle, inscrire dans une liste, très exactement, inscrire dans une liste un ensemble de souverains et donc le présenter comme un modèle. Réginard, pour ce que nous en voyons à travers la vie qu'il a écrite, très peu de temps, comme l'a dit Michel, finalement après la mort de l'empereur, tient en tout cas à faire de lui un personnage qui atteint une forme de plénitude et de complétude. C'est-à-dire qu'il va lui donner, à travers les langues de l'écrit qu'il adopte pour cette vita, le latin, la vie est écrite en latin. Il y a quelques termes barbares qui apparaissent dans la vie, donc on rappelle les origines aussi, en utilisant des termes vernaculaires, les origines de Charlemagne. Et il y a un proverbe grec. Grec, latin et langue vernaculaire, Charlemagne récapitule en quelque sorte en lui-même ce que l'on peut attendre, comme le disait Michel, de l'empereur byzantin et d'une figure plus occidentalisée. Ce que nous voyons de la postérité de la figure, nous ne le voyons pas nécessairement à la génération d'Réginard, mais à la génération suivante, à travers en particulier
particulier la poésie d'un poète qui s'appelle Walafrid Strabon, et qui, lui, pour différentes raisons qui cette fois-ci sont politiques, va faire de cette figure une figure en demi-teinte, en critiquant ses rapports compliqués, pourrait-on dire, aux femmes, la présence de concubines, le nombre d'enfants illégitimes. Et Walafrid Strabon va mettre en avant chez Charlemagne des éléments qui n'étaient pas présents chez Éginard. La postérité de la figure, on la voit plutôt dans la littérature romane, la littérature épique, les chansons de gestes. Et là, il y a un retour à ce que nous voyons très peu de temps après la mort de Charlemagne dans cette modélisation de la figure du souverain. Et puis, et ce sera le mot de la fin. Il y a une reprise au XIXe siècle avec Napoléon. Et l'institution dans les établissements scolaires de la Saint-Charlemagne. Alors, l'institution de la Saint-Charlemagne, entretenue par les républiques, les gens de ma génération, qui étaient à l'école sous la 4e République, fêtaient la Saint-Charlemagne. Il y avait un menu spécial à la cantine et le proviseur recevait à goûter les élèves qui avaient eu les félicitations au premier trimestre. Voilà. Donc il y a eu une célébration, j'allais dire, républicaine de Saint-Charlemagne. Alors, Charlemagne n'a jamais été canonisé par l'Église. Plus exactement, il l'a été à la demande de l'empereur Frédéric Barberousse par un antipape, ce qui nous rappelle que la chrétienté médiévale n'est pas aussi parfaite qu'on le croit. Il y avait plusieurs papes à la fois. Et donc, il n'a jamais été inscrit au calendrier romain des saints. Mais il est considéré comme une vénération légitime aujourd'hui. Et dans certains diocèses, celui d'Aix-la-Chapelle en particulier, il y a une célébration et un office de la Saint-Charlemagne. Et la République française a cultivé ce Saint-Charlemagne justement parce que c'était un faux saint, qu'il n'était pas très en odeur de sainteté dans l'Église et que c'était toujours bon à prendre. Eh bien écoutez, merci à tous les deux. Alors je rappelle que vous avez tous les deux édité et traduit de nouveau La vie de Charlemagne par Éginard. Ça se trouve dans la collection des Belles Lettres, la collection des universités de France, qu'on appelait le Budet quand on était jeune. Voilà, donc c'est les couvertures saumon. Et puis, Christiane Verarcom, vous avez longuement parlé d'Alcuin. Vous venez de faire paraître un Tacitus Nuntius, c'est sur Alcuin, à l'Institut d'études augustiniennes. Et Michel Saut, vous avez aussi coordonné ou fait paraître L'islam au carrefour des civilisations médiévales. C'est aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir Charlemagne. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.